Bienvenue sur cette conférence. Je suis ravie de vous voir tous ici. Donc aujourd'hui, on va parler pendant 40 minutes de pourquoi le mouvement Freelance for Good prend de l'ampleur. Je vais commencer à vous donner quelques éléments de réponse et puis après, on fera une table ronde avec Kania et Audrey qui m'accompagnent sur cette conférence. Pour commencer, j'aime bien toujours savoir un peu qui est dans l'audience. Donc je vais vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui sont freelance, vous mettez plutôt haut et ceux qui sont salariés, plutôt en bas. Que je vois un peu dans l'audience. Ok, des freelances. Ceux qui lèvent pas la main, ok, salariés. Bon, c'est un peu mixte. Ah, il y en a un peu au milieu. Cool. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, est-ce que ça passe, engagés ou tout simplement curieux? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est absolument pas du jugement. C'est juste savoir, voilà, comment vous définirez ici. Plutôt curieux sur la partie for good ou plutôt engagé? Un peu timide. Ok, un peu des deux. Trop cool. Troisième question, est-ce que vous êtes plutôt sensible aux causes sociales ou aux causes environnementales? Ou les deux, ça peut être un peu au milieu, ok. Social, un peu des deux. Social, les deux vont ensemble, hein, bien sûr. Ok, super, merci. J'ai une meilleure vision du coup des personnes. Ravie en tout cas de faire cette conférence. Et pour commencer, je voulais vous poser un peu cette question. La quête de sens et d'impact est-elle inévitable? Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des personnes qui vous ont déjà dit voilà, dans mon métier, je ne me sens pas utile, je me sens, voilà, je suis en quête de sens, je ne me sens pas forcément bien. Il faut savoir que 40% d'ailleurs, selon une étude des Français, envisagent de changer leur emploi dans les 2 années à venir pour quelque chose qui a plus de sens. Donc ça nous semble être quelque chose d'assez inévitable. En tout cas, vous avez forcément entendu autour de vous des gens qui se posent ces questions. Et pourquoi? Peut-être parce que voilà, on fait face aux plus grands défis du 21e siècle, qui sont les enjeux climatiques notamment. Le 6e rapport du GIEC est sorti, alors c'est quelque chose qui sort sur plusieurs années, le lundi 20 mars 2023, c'était la synthèse des 3 groupes de travail. Et voilà ce qui en ressort de ce rapport. Je vous inviterai à aller le lire en détail, ou en tout cas des synthèses, hein, parce que c'est un rapport qui fait des milliers de pages. 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Donc ça, c'est un fait. Des changements rapides et généralisés se sont produits dans l'atmosphère, les océans, la cryosphère et la biosphère. Donc ça a un impact direct. Et depuis la publication du premier rapport du GIEC, qui date de 1990, 1000 milliards de tonnes de CO2 ont été émises. Donc ça, voilà, c'est les rapports scientifiques aujourd'hui. Un autre axe que je voulais vous partager aujourd'hui aussi pour vous montrer le grand défi du siècle, c'est les 17 objectifs de développement durable. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent ces objectifs. Ça a été établi par l'ONU en 2015 et c'est l'idée d'avoir des actions universelles pour justement lutter contre la pauvreté, pour protéger la planète et pour essayer d'améliorer le quotidien de tous et de toutes. Et donc, ces 17 objectifs qui ont été définis à 2030. Donc, on s'y approche rapidement. Et vous pouvez voir ici, je voulais montrer aussi que les enjeux climatiques et sociaux sont corrélés. Et donc, il y a à la fois voilà, des enjeux sur pas de pauvreté, mais aussi sur ville et communauté durable. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est intrinsèquement lié, tout ce qui est enjeux climatiques et inégalité sociale. Un autre enjeu thématique qu'on voit, c'est la grande démission. Alors, The Big Quit, c'est un mouvement aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, on n'est pas forcément encore à ce mouvement-là, enfin à cette ampleur-là de démission, mais il y a de plus en plus de gens qui démissionnent aujourd'hui des CDI. Donc ça, c'est le nombre de démissions du coup par trimestre depuis 2007. Donc on peut voir qu'on a atteint un record absolu en 2022. Alors c'est pas autant que les États-Unis, et c'est des chiffres à mettre un peu en regard aussi de la difficulté de recrutement aujourd'hui en France. Donc il y a beaucoup plus de turnover, donc des gens qui démissionnent. Mais ça montre qu'il y a une perdition un peu d'intérêt sur le CDI et sur peut-être des emplois classiques, ou en tout cas on se pose cette question du sens dans son travail. Donc ça, c'était un peu pour la vision sur à la fois les enjeux climatiques et sociaux et sur le travail en France. Mais aujourd'hui, la conférence, elle s'appelle Freelance for Good. Donc je vais commencer à vous parler un peu aussi de freelance, justement, et un peu des tendances du freelancing en France. Donc je crois que quand j'ai posé la question, il y avait à peu près la moitié de la salle qui était freelance. Je vais vous partager quelques chiffres. Voici une étude du coup de Malte et BGC Consulting sur le freelancing en Europe en 2021. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million de freelances en France.
c'est de plus de 92% depuis 2009. Pourquoi 2009? Parce que c'est la création du statut d'auto-entrepreneur en France. Une autre raison pour laquelle les gens se lancent en freelance, enfin une des raisons pour lesquelles les gens se lancent en freelance, c'est la flexibilité d'organiser eux-mêmes leur emploi du temps et de choisir le lieu où ils exercent leur travail. Donc il y a vraiment la gestion du temps qui revient régulièrement, donc cette envie, quand on se questionne un peu sur son rapport au travail, c'est vraiment la question du temps qui revient régulièrement dans cette envie de se lancer en freelance. Mais la deuxième aussi, une des raisons que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la liberté de choisir les clients et les missions qui les intéressent. C'est un vrai sujet. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément pour les enjeux socio-environnementaux, mais dans l'envie de passer freelance, il y a cette envie de décider avec qui on travaille. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est pas forcément... ça, c'est vraiment les raisons qui sont ressorties de l'étude. C'est pas du tout forcément pour gagner plus d'argent. C'est pas ce qui ressort en premier. C'est vraiment la liberté dans la gestion de son temps et le choix de ses missions. Ici, je ne viens pas faire l'apologie du freelancing, je pense que ça ne convient pas forcément à tout le monde, donc je vais aussi vous partager les bons et les moins bons côtés. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont freelance et puis ensuite qui reviennent en CDI. C'est un passage qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle. Les bons côtés, en tout cas, qui sont partagés par les freelances, c'est cette notion de liberté. Dans le choix, justement, des clients et des missions, c'est l'alignement avec ses valeurs. Du coup, on peut faire des choix forts dans la façon dont on veut travailler. Et donc, on peut les aligner avec ses valeurs, quelles qu'elles soient. Ce qui ressort aussi souvent dans l'intérêt des freelances, c'est la variété et l'intérêt des sujets. On peut avoir des missions en parallèle, on peut travailler sur des missions opérationnelles et des missions de conseil. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Je vérifie là. Et aussi, c'est la notion de sens. Le fait qu'on puisse, comme on est auto-entrepreneur, finalement on est entrepreneur, donc on peut décider le sens de son entreprise, qu'est-ce qu'on veut y mettre dans sa structure. Les moins bons côtés du freelancing, je ne sais pas si c'est le cas pour celles et ceux qui le sont, c'est le sentiment d'isolement. C'est pour ça que vous avez peut-être vu beaucoup, pas trop, je vois des gens hocher de la tête, beaucoup de collectifs qui se créent. C'est vrai qu'en tant que freelance, on fait moins partie d'une équipe, donc on peut se sentir seul. Après, voilà, on peut partager, on peut se recréer son équipe par des espaces de coworking ou par des collectifs, ou parfois dans les structures, on est quand même intégré à l'équipe, donc il ne faut pas voir non plus le freelancing comme juste un consultant qui vient complètement externe. Parfois, il y a une vraie dynamique avec l'équipe dans laquelle on travaille. Un des moins bons côtés aussi, c'est l'incertitude. Un freelance, il reste entrepreneur et donc il a l'incertitude de ses revenus, de ses missions, de son activité. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être un peu plus difficile. Et puis aussi, un moins bon côté, on le voit, il y a une évolution rapide du freelancing et notamment qui s'est accélérée les dernières années. C'est le besoin d'évangélisation. Parce que tout le monde ne travaille pas fort, enfin n'a pas eu l'habitude de travailler avec des freelances et donc ne comprennent pas forcément les raisons pour lesquelles on travaille avec des freelances. C'est pour ça que je voulais les rappeler aujourd'hui. C'est pas juste pour partir vivre en Thaïlande et gagner plein de sous sur la plage. Et aussi sur la manière de collaborer. Il y a des structures qui n'ont jamais forcément travaillé avec des freelances et donc ne sont pas forcément à l'aise. Donc il y a ce besoin en tant que freelance d'évangélisation sur sa posture de freelancer et freelanceuse. Voilà un peu sur les bons et les moins bons côtés du freelance. Mais encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas forcément faire l'apologie du freelancing. Ça peut être en parallèle de son travail. Ça peut être pour une certaine typologie de personnes. Ça peut être aussi en transition pour ensuite aller vers un CDI en fonction de chacun et de chacune, quoi. Ensuite, pour vous rappeler un peu, pour faire un peu la convergence justement entre les enjeux socio-environnementaux et la tendance du freelancing, bah voilà, c'est assez simple. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent en freelance. Il y a de plus en plus de gens en quête de sens. Bah, du coup, il y a de plus en plus de freelance for good. Et c'est pour ça que le mouvement freelance for good prend de l'ampleur. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit des freelances qui s'engagent. Alors moi, forcément, je l'entends parce que j'en suis dedans au quotidien. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui se lancent aussi en freelance pour essayer de travailler avec des acteurs à impact positif. Une des raisons, d'ailleurs qui n'est pas valable que pour les freelances, c'est qu'on passe 80 000 heures de sa vie au travail. Et donc, c'est énorme. Et choisir avec qui on travaille et choisir avec quelle entreprise on a envie de travailler, c'est finalement beaucoup plus impactant que être bénévole à côté ou que certaines actions, parce qu'en termes de temps, bah, c'est là où on y passe le plus de temps de sa vie. Et donc d'ailleurs, c'est un livre de Mathieu Dardaillon qui a écrit The Ticket for Change, 80 000 heures, qu'allez-vous en faire, et qui incite justement à soit l'entrepreneuriat à impact, soit aussi l'intrapreneuriat. Donc c'est pas forcément changer sa boîte, mais en tout cas, c'est d'essayer de mettre du sens dans son travail, soit au sein de sa propre structure,
soit en allant vers une structure à impact positif. Mais c'est intéressant de se rappeler qu'on passe quand même énormément de temps au travail, et donc on peut y mettre sa forme d'engagement dans son travail. Ensuite, je voulais vous partager un peu quelques retours de freelance et de freelance avec qui on a discuté, échangé. Nous, on a discuté avec énormément de freelance depuis 2 ans. Et voilà un peu le chemin. Il y a Mathilde notamment qui nous a partagé le fait qu'elle avait ressenti une surcharge de travail. Elle travaillait pour un gros groupe immobilier, jusqu'à finir sur les rotules, au bord du burn-out et sans trouver de sens à ce que je faisais. C'est là où elle s'est dit, il faut peut-être que je réajuste quelque chose dans mon travail, et elle a décidé de se lancer en tant que freelance for good en communication pour des projets à impact positif. Il y a Xavier aussi, lui qui est développeur, qui avait aucune difficulté à trouver des missions en tant que freelance développeur. Mais quand il a voulu justement essayer de trouver des missions dans l'économie sociale et solidaire, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait ce besoin justement d'évangélisation. Mais voilà, il s'est dit, moi, à chaque fois que je trouvais une mission, ça m'intéresse. Au bout de 2 mois, j'ai envie de changer parce que je ne me sens pas alignée, je ne me sens pas en phase. Et j'ai envie de travailler avec des acteurs qui ont de l'impact parce qu'à chaque fois, en plus, en général, en tant que développeur avec pas mal d'années d'expérience, on apporte beaucoup de valeur à l'entreprise. Et donc, autant essayer d'apporter beaucoup de valeur à une entreprise qui a un impact positif. Donc, il s'est tourné vers l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il travaille beaucoup pour des startups d'État, donc d'intérêt général, et pour des associations en tant que développeur. Et enfin, il y a Michel, qui est passé freelance il y a 4 ans pour gagner en liberté. Donc lui, c'était vraiment la gestion du temps qui l'intéressait, mais aussi être aligné avec ses valeurs en choisissant ses projets et ses clients. Michel, il est expérience designer et aujourd'hui, il travaille que pour des projets à impact positif. Et il y aura les autres témoignages en live de Kania et de Audrey à la fin de cette conférence. En tant que freelance for good, il y a plusieurs voies possibles, comme je le disais, que ce soit sur la partie freelance ou sur la partie impact. Ici, c'est pas l'idée de... j'ai pas envie, en tout cas, d'imposer une vision. Les enjeux sociaux et environnementaux, ils sont là, ils sont clairs. Je vous les ai partagés par le rapport du GIEC. Après, la manière d'y répondre, en tout cas dans son travail, c'est encore un peu flou, parce que je pense que si on avait trouvé un modèle économique qui permettait de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, on se poserait moins ces questions, on irait tous dedans. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que c'est pas facile de savoir comment avoir de l'impact dans son métier. On a aussi envie de faire... ça peut être difficile cette transition. Donc il y a plusieurs façons de faire. Déjà, l'avantage, c'est qu'en tant que freelance, on a différents clients. Donc on peut choisir entre des clients classiques et des clients à impact. Donc ça, c'est que le freelancing qui permet de faire cette dualité. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous nous en parlerez. Mais ça peut être de transiter en douceur et de faire une partie de son temps pour des clients à impact et une partie de son temps pour des clients classiques. Ça peut être aussi de sensibiliser de l'intérieur par différentes fraises, par différentes actions, par peut-être appliquer un numérique plus responsable, de la communication accessible ou inclusif. Mais ça peut être aussi de sensibiliser de l'intérieur et d'être plutôt un intrapreneur qu'un entrepreneur à impact. Et puis après, nous on en connaît beaucoup, des freelances qui sont 100% à impact. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément partagé ces infos-là ici, mais aujourd'hui, travailler 100% dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en tant que freelance, c'est possible, et c'est possible en étant rémunéré et en gagnant sa vie. C'est pas le chemin le plus facile, c'est sûr, mais c'est clairement possible. On a des exemples, beaucoup d'exemples de gens qui travaillent 100% avec des acteurs à impact positif et qui ont des missions rémunérées. C'est pas parce que c'est le secteur de l'ESS qu'il n'y a pas du tout d'argent. C'est juste qu'il est utilisé avec parcimonie et il n'est pas forcément, ça dépend de la structure, ça dépend de plein de choses, mais voilà, il y a des gens qui sont aussi 100% à impact et qui arrivent à en vivre. Et je voulais aussi vous partager le fait qu'aujourd'hui, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils ont besoin de compétences, ils ont besoin de talents, entre guillemets, notamment sur les sujets du numérique. Il y a une étude qui était sortie pré-Covid, que 90% des associations avaient besoin de compétences fondamentales en numérique, parce qu'en fait, ces structures-là n'ont pas du tout pris le virage du numérique. Et ça, c'était pré-Covid. Donc aujourd'hui, le besoin il est encore plus fort. Elles ont besoin de communication sur les réseaux sociaux, elles ont besoin d'être visibles et elles ont besoin de compétences et de personnes qui les aident à faire du numérique, à développer des outils, à être plus efficaces aussi sur leur gestion interne. J'avais discuté avec une association qui était encore avec des papiers pour échanger avec les bénévoles. Donc c'est aussi se rappeler qu'il y a des besoins dans ces acteurs-là, de personnes sur les sujets du numérique notamment. Et ce qui est intéressant en tant que freelance, c'est que ça permet de résoudre justement cette équation budget-expertise. Parce que comme je vous le disais, les structures de l'économie sociale et solidaire ont peut-être moins d'argent effectivement que les structures du CAC 40 par exemple. Mais l'avantage du freelance, c'est que la collaboration elle est flexible.
attention, pas du tout que vous allez baisser vos TJM, mais plutôt que vous allez pouvoir adapter votre prestation en fonction des besoins. Et vous pouvez avoir plusieurs clients en parallèle et en même temps pouvoir proposer des prestations à des prix plus intéressants parce que un peu peut-être plus de conseils et moins d'opérationnel. Ou moi j'ai beaucoup de structures qui viennent par exemple nous voir parce qu'elles cherchaient un CDI, que ce soit sur des product managers, sur des développeurs. Sauf que le budget n'était pas assez élevé, donc il n'y avait que des juniors qui postulaient. Et ils se disent, je vais plutôt prendre un freelance avec de l'expertise, pas mal d'années d'expérience, et je vais le prendre à mi-temps. Comme ça rentre dans mon budget. Et moi, je peux avoir cette expertise-là. Donc voilà, il n'y a que le freelancing qui permet aussi cette équation qui est compliquée parfois pour les structures de l'ESS, d'avoir une certaine expertise dans sa structure avec un budget qui peut être limité ou en tout cas qui dépend de subventions, donc qui ne peut pas forcément avoir beaucoup de visibilité dans le temps. Je regarde l'heure, parfait. Voilà un peu pour les besoins des structures de l'ESS. Et du coup, pour cette deuxième partie de conférence, pour rendre ça concret, je voudrais inviter Audrey et Kania à me rejoindre sur scène. Allez-y. Ça marche? C'est bon? On parlera très fort. Oui, c'est bon. Ça y est, bonjour. Bonjour. Trop chouette. Et peut-être pour commencer, si vous voulez vous présenter rapidement, Audrey par exemple, pour commencer. Bien sûr, donc Audrey, je suis chef de projet digital et je suis freelance for good depuis un peu plus d'1 an maintenant. Moi du coup c'est Kania Mao, donc je suis motion designer et illustratrice et freelance for good depuis janvier à peu près. Voilà. Et alors ma première question, ça va être qu'est-ce que vous faisiez justement avant votre transition freelance for good? Kania par exemple. Du coup, avant d'être freelance for good, j'étais salariée dans différents secteurs. Donc, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, la mutuelle, la création de logiciels. Le Covid est arrivé et comme tout le monde, j'ai eu le temps de réfléchir un peu au sens de ma vie et tout ça. Et je me sentais vraiment pas du tout alignée avec mes valeurs au travail. Donc, je me suis dit, ça y est, il est temps de prendre mon courage à 2 mains et de devenir freelance. Pour pouvoir avoir plus de liberté en fait et pouvoir choisir mes clients comme ce dont parlait Colline tout à l'heure. Voilà. Et petit à petit, je me suis lancée en tant que freelance et en fait, je me suis retrouvée à avoir les mêmes problèmes en fait parce que, comme tu disais au tout début, quand on devient freelance, on a peur de pas du coup pouvoir payer son loyer, pouvoir manger correctement. Donc on répond oui à toutes les missions et en fait, je me suis retrouvée confrontée au même problème que dans le salariat, à travailler avec des gens avec qui je n'étais pas alignée. Et petit à petit, je me suis dit qu'il fallait aussi il fallait vraiment prendre encore plus mon courage à 2 mains et vraiment aller vers le freelance for good pour être complètement alignée avec mes valeurs. Voilà. Hyper intéressant. Et donc toi, du coup, c'est la partie liberté et alignement des valeurs qui t'ont amené à te lancer en tant que freelance. Oui, voilà, c'est ça. Ok, trop chouette. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu faisais avant ce changement, cette transition? Alors de mon côté, donc, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé plusieurs années dans le salariat, d'abord plusieurs années dans le conseil et en système d'information. Et après 4 ans à la tête d'une équipe projet d'une start-up. Alors, il se trouve que c'était déjà une start-up de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs, mais on n'avait pas forcément que des projets ou des clients qui correspondaient à mes valeurs. Et donc, après 4 ans dans cette start-up, je me suis dit que j'avais envie de changer à la fois de ville et de structure. Donc, j'ai quitté Paris et je me suis installée à Nantes il y a 1 an. Et j'ai choisi le freelancing pour avoir cette liberté, retrouver surtout un peu d'équilibre vie pro, vie perso, parce que la vie en start-up, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça peut être, on peut vite travailler beaucoup. et puis avoir la liberté donc, de choisir mes clients, d'expérimenter un peu et de me rapprocher des thématiques qui me tenaient à cœur. Donc, Colline vous a parlé des objectifs de développement durable. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'accès à l'éducation. Voilà, on va dire que c'était le bruit des vagues. Vous les entendez? Freelance for good. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation et je voulais essayer de monter en compétence sur les sujets environnementaux parce que ça me touchait de plus en plus. Et donc ça me permettait de commencer à rentrer dans ces secteurs liés au changement climatique en devenant freelance. Et du coup, pourquoi ce changement spécifique pour vous, c'était quelque chose
c'était plus possible d'avancer autrement? Qu'est-ce qui vous a, comme tu disais, forcé un peu à passer le pas? Pourquoi vraiment ce changement-là en tant que freelance for good? Audrey, par exemple, si tu veux. Ouais. Alors de mon côté, plusieurs choses. Quand j'ai quitté mon emploi salarié, donc j'étais bien fatiguée et je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment de mon métier dont j'ai marre ou est-ce que c'est plutôt le cadre dans lequel je l'exerce qui ne me convient pas? Comme j'avais déjà prévu de déménager, je me suis dit, bon, je vais essayer de ne pas changer de ville, changer de métier, changer de structure en même temps, je vais juste en faire 2 des 3. Donc je me suis dit, voilà, on va garder le même métier, donc chef de projet pour déployer des applications numériques, des sites web, des plateformes d'éducation, des outils de système d'information, mais dans une structure différente, donc vraiment le freelance. Donc moi, c'est une des raisons qui m'a poussée à passer sur le freelancing pour voilà, tester un petit peu ce format-là, choisir mes clients hein, vraiment sur le sens et comme je disais tout à l'heure, vraiment essayer de me réorienter vers les thématiques plutôt liées au changement climatique et me faire monter en compétences là-dessus, parce que quand on est freelance aussi, on a la liberté de pouvoir dédier du temps à se former, à choisir voilà, ses clients, ses formations, du temps qu'on peut y dédier. Modulo les ressources financières qu'on peut mettre à côté pour survivre pendant ce temps-là. Mais voilà un petit peu les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix. Merci beaucoup Audrey. Et toi, Kania, du coup? Moi, du coup, j'avais l'impression de faire beaucoup du coup pour un niveau écologique aussi pour le féminisme au niveau perso. Et en fait, de me tirer une balle dans le pied au niveau pro parce que ça n'allait pas du tout dans le bon sens. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment passer un maximum de mon temps à aller dans le sens de aligner mes valeurs vraiment au maximum. Voilà, donc avoir du sens pro et perso. Ouais, une dissonance entre ta vie perso et c'est vrai que quand on voit le temps qu'on passe au travail par rapport à son temps perso finalement ça peut avoir un impact plus fort. Ok, hyper intéressant, merci. Et du coup là aujourd'hui ça consiste en quoi concrètement votre activité de freelance for good? Finalement ça veut dire quoi être freelance for good aujourd'hui? Donc Freelance for Good, déjà, c'est donc rejoindre le collectif social Déclic. Donc Colline en parlait, effectivement, l'isolement, surtout, donc moi j'ai déménagé à Nantes, je connaissais pas grand monde, donc j'ai pu me sentir assez vite seule dans mon activité, donc j'ai rejoint le collectif de Colline, de Social Déclic, et en fait c'est vraiment une communauté de freelance qui partagent les mêmes valeurs, donc c'était hyper chouette de faire ça. Donc en tout cas, l'actualité, moi je suis très heureuse d'être dans ce collectif, parce que ça m'apporte beaucoup de formation, de contacts, de montée en compétences, donc ça c'est très chouette. Sinon, très concrètement, en termes de mission, moi j'ai plusieurs missions en parallèle. L'une qui est plutôt sur le côté social, puisque j'aide une fédération d'associations à gérer leurs médias. C'est des associations sur l'éducation populaire. Et de l'autre côté, une entreprise qui, elle, est plus classique. C'est une entreprise de construction de la région. Mais en revanche, je suis dans leur département RSE pour déployer un outil de traitement de leurs données environnementales pour leur permettre de mieux piloter leurs données environnementales, à la fois pour faire du pilotage business, mais aussi pour, bien sûr, réduire leur impact. Et ils ont une démarche très engagée et je les accompagne là pendant toute l'année 2023 sur le déploiement de cet outil. Merci beaucoup Audrey. Et toi, Kania? Du coup, moi, dans mon métier, donc, ce qui est plutôt la communication, donc motion design et illustration, j'essaye d'implanter en fait dans mon process vraiment un côté impact positif. Donc je fais attention à tout ce qui est accessibilité, éco-conception et inclusivité aussi au niveau de la représentation des personnes en fait qu'on utilise pour les visuels et tout ça. Et voilà, donc c'est accompagner mes clients pour qui c'est important en fait d'avoir un impact positif et en fait dans leur communication insérer en fait tous ces idées d'avoir un impact positif aussi en fait dans le fond et la forme, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs ça m'amène à une question que j'avais peut-être pas forcément préparée, mais pour vous c'est quoi un peu la définition d'impact? Parce que de mon point de vue ça me semble être assez subjectif finalement, comment avoir de l'impact ça veut un peu tout rien dire, et donc vous, comment vous vous sentez utile? Quand est-ce que vous vous sentez utile? Alors c'est vrai qu'on a tous notre propre définition de l'impact, hein, parce que c'est comme tu l'as présenté, avec les 17 objectifs de développement durable, c'est vraiment des thématiques très très différentes. Pour moi, je dirais qu'à minima, l'impact et l'impact positif, c'est avoir l'impression d'aller faire avancer les choses dans le bon sens. C'est déjà un pas, que ce soit pour la diversité, l'inclusion, l'écologie, la durabilité, même former les gens pour qu'ils soient mieux sur leur lieu de travail, plus en sécurité, etc.
C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment faire un pas dans le bon sens. Et je dirais aussi beaucoup, dans mon cas, de sensibilisation. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la formation avant, quand j'étais salariée. Et de ça, j'ai gardé en fait, cette conviction que la sensibilisation et l'information, c'était clé. Et donc, notamment voilà, via de l'animation de fresques du climat ou d'ateliers d'automne, fresques du numérique, il en existe beaucoup que je peux animer en bénévole ou du coup en entreprise. C'est une partie, voilà, sensibilisation qui me semble vraiment très, très importante. Et bien sûr, sensibilisation, pas pour défendre les méchants, mais pour l'impact positif. Ça marche, merci. Eh ben, j'allais exactement pareil. C'est juste du bon sens, aller voilà, dans la bonne direction, vu voilà, tous les chiffres dont tu parlais, après les comptes rendus du GIEC, voilà, essayer d'aller dans ce sens-là. Et oui, voilà, penser, surtout à mon niveau, c'est tout ce qui est voilà, accompagné dans les conceptions, l'accessibilité, qui sont des choses assez nouvelles dans le numérique ou dans tout ce qui est communication. Et du coup, apporter mon expertise, à mes clients et mes clientes sur ces points-là. Merci. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur l'éco-conception, alors ça commence à être de plus en plus présent, mais l'accessibilité, c'est quelque chose d'encore assez nouveau. Et pourtant, il y a un quart des Français qui n'ont pas les compétences fondamentales en numérique. Donc, il y a plein de sujets quand même à prendre en compte. Et a priori, la loi devrait évoluer sur tout ce qui est accessibilité. Il y a beaucoup de travaux en ce moment qui sont faits pour rendre des sites plus accessibles et inclusifs. Donc, il y a aussi effectivement la structure, mais aussi la manière de faire son métier qui peut avoir un impact positif. Et peut-être une question, c'est quoi pour vous les pour et les contre en tant que freelance? C'est quoi que vous trouvez qui sont les bons côtés et peut-être les moins bons côtés? Et puis après, je laisserai peut-être une ou deux questions du public. Du coup, vraiment, les mauvais côtés, c'est vraiment, cette peur de, comme je disais tout à l'heure, de ne pas payer son loyer, de ne pas manger. Voilà, même si en intégrant une communauté comme Social Déclic ou en participant à des événements comme Web Today, on se rend compte que juste en interagissant un maximum avec des personnes, on trouve facilement des missions et en fait la peur s'en va facilement. Et le gros avantage pour moi, c'est vraiment la liberté d'emploi du temps, parce que là normalement je devrais être dans un bureau techniquement, pas avec vous aujourd'hui. Voilà, savoir gérer son temps, savoir s'écouter aussi, je trouve que c'est vraiment le gros avantage. Si je devais résumer, je dirais que le bon point, c'est qu'on est son propre patron, vu qu'on est chef d'entreprise. Et donc, on peut effectivement choisir ses clients, choisir de se former, choisir de proposer une offre différente, d'aller explorer des nouveaux secteurs. Et un des mauvais côtés, c'est qu'on est son propre patron et que du coup, si on n'a personne pour nous tenir la main et pour nous dire quoi faire, et donc il faut qu'on apprendre à bien se connaître, apprendre à bien s'entourer, et puis se dire là il faut faire de la prospection, là il faut construire mon offre, là il faut se former, là il faut évoluer sur tel élément. Donc c'est à la fois très, très excitant et aussi un très beau challenge. Il y a des matins où je me réveille en me disant ma vie est géniale, il y a des matins où je me dis il faut que je relance mes 30 contacts que j'avais contactés il y a 1 an et demi, et que voilà. Et ces matins-là, j'ai pas hyper envie d'être freelance. Je vais plutôt me dire ok, j'ai ma tâche, j'ai mon patron qui m'a dit de faire ça, et je déroule. Mais voilà, c'est en tout cas pour moi depuis 1 an et demi plutôt le bon côté d'être son propre patron. C'est vrai qu'on dit souvent en tant que freelance que c'est les montagnes russes, d'ailleurs en tant qu'entrepreneur aussi. Mais c'est vrai que le côté, vu qu'il y a de plus en plus de freelance, c'est aussi, je pense, important, un peu l'écologie de soi, prendre soin de soi aussi. Et auto-entrepreneur, c'est entrepreneur. Et donc, assez naturellement, quand on monte une start-up ou une boîte, on va aller s'entourer, on va aller faire, peut-être on va essayer de rentrer dans des incubateurs. Et je trouve qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là en tant que freelance. Parfois, il n'y a peut-être pas besoin, mais en tout cas, ne pas oublier que vous êtes aussi entrepreneur, entrepreneuse, et donc peut y avoir ce besoin d'être accompagné, qu'il y a des gens qui ont traversé les mêmes choses que vous, qui peuvent vous aider, qu'il y a des collectifs, qu'il y a des programmes, etc., pour justement s'entourer et se mettre dans une démarche active. Et aujourd'hui, du coup, si c'était à refaire, en gros, peut-être s'il y a une personne là dans le public qui se dit c'est vrai que ça pourrait être intéressant de mettre du sens dans ses missions, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça serait quoi le conseil ou la phrase de motivation pour essayer de passer à l'action? Faut y aller. La phrase de motivation, c'est dur. C'est hyper épanouissant de ne plus être en dissonance cognitive.
en vrai. C'est être plus serein sur beaucoup de choses où en fait même les jours où c'est dur, où on a des tâches pas forcément hyper sexy à faire, même les jours où les collègues nous saoulent, en fait on sait que le projet final, l'illustration, le site qu'on est en train de faire, c'est pour un but voilà, qui nous plaît, qui est cohérent avec ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut laisser derrière nous. Et derrière, ça permet quand même d'être beaucoup plus épanoui, en tout cas, je pourrais dire. Après, sur la motivation, voilà, c'est pas facile tous les jours, hein, c'est sûr, effectivement, c'est les montagnes russes. Mais la moyenne est quand même plutôt haute. Merci beaucoup. Je dirais que oui, c'est effectivement les montagnes russes, mais qu'on soit freelance for good ou pas, donc autant le faire for good, je pense. Voilà. Merci, effectivement. Autant le faire for good et quel soulagement de ne plus être en dissonance cognitive. Je pense que c'est une belle phrase. Pour terminer, est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez envie de me poser des questions ou de poser des questions à Audrey et Kania ? On peut se prendre 5 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a... Ouais. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ouais. Merci. D'abord, je suis trop impressionnée parce que moi, je viens de me lancer là vendredi et je trouve que ça demande un courage incroyable, donc bravo. Merci. Tu peux rejoindre le... C'est un peu la pression, ça, quand même. Et du coup, je me demandais quelle est la leçon ou le conseil que vous auriez aimé entendre en vous lançant ou avant de vous lancer. Vous avez 3 heures. Non, vous avez 30 secondes. On est capable de bien plus que ce qu'on croit quand on se lance. En fait, on a plein de ressources. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est clairement très, très présent. Mais, en tout cas, dans mon cas, quand je me suis lancée. Mais en fait, on a la légitimité. C'est pas parce qu'on devient freelance qu'on perd nos compétences, qu'on va perdre notre réseau. Et être freelance, c'est comme en salarié. En fait, nos clients, ils ont besoin de nous autant que nous on a besoin d'eux. Donc, voilà, faut se faire confiance. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées et de les tester. Moi, je dirais savoir bien s'entourer, c'est hyper important, que ce soit au niveau pro ou perso. Bien choisir du coup ses collègues freelance et bien choisir, aussi au niveau perso, savoir à qui en parler pour avoir les bons conseils. Parce que des fois, les personnes peuvent projeter leur peur du freelancing, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui sont salariés et qui ça convient. Donc voilà, essayer de ne pas se retrouver face à des personnes qui vont répercuter leur peur sur toi. Et voilà, te faire confiance. Si tu as fait ce choix-là, c'est que c'est le bon choix pour toi. Et c'est vrai qu'on dit parfois, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas toujours parler de son projet, notamment à ses parents, par exemple, parce que ça ne va pas forcément eux qui vont le plus motiver. Donc, c'est bien s'entourer. Et c'est vrai que l'avantage en freelance, c'est que contrairement en salarié, on choisit son équipe. Donc, que ce soit un espace de coworking, un collectif, des amis, on choisit les gens avec qui on veut s'entourer. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais. Moi, je sais que je le fais un peu tout le temps, un petit peu tous les jours. Mais que ce soit sur mon contenu de réseaux sociaux, que ce soit la prospection un peu plus classique par mail sur LinkedIn, et essayer surtout de rencontrer les gens en vrai. Je trouve que c'est vraiment, on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment super important. Mais voilà, au quotidien, j'ai toujours une carte de visite sur moi. Enfin, pas là, mais voilà, essayer de toujours être un peu alerte. Mais parce que moi, c'est ma manière de fonctionner, ça m'enlève... du coup, ça me rassure en fait de fonctionner comme ça. Mais je pense qu'on n'est pas tous et toutes pareils.
Par exemple, de mon côté, alors je pense que je ne suis pas forcément un excellent exemple, mais j'ai des missions qui sont plutôt longues. Donc, c'est des accords avec mes clients qui vont me permettre en fait, d'avoir un contrat assuré sur d'assez longues périodes, même si ce n'est pas forcément à temps plein. Hein. Là, j'ai plusieurs missions avec 1 jour, 3 jours par semaine, mais qui m'amènent quasiment jusqu'à fin 2023. Donc, pour le coup, je ne suis pas une immense fan de prospection. Donc, si je peux ne pas en faire vraiment de la prospection pure, je n'en fais pas. En revanche, j'ai mon profil sur des plateformes de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc, mon profil est toujours visible. Je mets toujours une disponibilité pour quand même discuter avec des entreprises qui pourraient avoir des besoins, connaître un peu l'évolution des besoins du marché. J'essaie de faire de la communication sur LinkedIn. Alors, c'est un peu compliqué de se lancer un peu, mais voilà, j'essaie de poster assez régulièrement sur mon parcours d'entrepreneur, de freelance, sur mes convictions de freelance for good. Et ça, c'est plus un lien que j'entretiens avec mon réseau. Pareil, en étant fresqueuse, du coup, je rencontre beaucoup de gens dans le milieu qui permettent d'élargir ce réseau, d'avoir connaissance de nouveaux secteurs, de nouveaux projets qui pourraient m'intéresser. Mais c'est vrai que de mon côté, je vais plutôt... Alors, pour te répondre vraiment sur le pourcentage, voilà, le pourcentage de temps que j'y consacre, je dirais que dans mon cas, j'y consacre peut-être 5% maximum de mon temps, mais je sais que autour de moi, ça peut monter jusqu'à 20-30%. Ça dépend vraiment de l'offre que tu vas avoir. Si c'est une offre beaucoup plus ponctuelle, avec des missions un peu plus, on va dire, one shot, peut-être que c'est plus important. Dans mon cas, c'est beaucoup moins le cas puisque c'est des missions plus longues. Donc quand j'ai mon CA assuré pour l'année, bon, c'est vrai que je me détends un peu sur la prospection. Mais voilà, c'est pour te répondre un petit peu sur ça. On a le temps de prendre une dernière question. Du coup, il y a plusieurs mains levées. Ah, je ne sais pas. Pour info, en attendant, on sera au Speaker Corner de 11h05 à 11h40 toutes les trois. Donc si vous voulez continuer, si vous voulez approfondir et que vous avez des questions, ce sera le moment. Merci toutes les trois pour cette présentation. Je ne veux pas clasher. Hein. Je sais qu'on est là pour représenter le freelancing. Pour le coup, moi je suis plutôt entrepreneur. J'ai monté une boîte avec 3 associés. On est 5 aujourd'hui. Dans beaucoup de choses que vous dites, finalement, moi je me dis c'est des choses qu'on peut faire aussi dans une petite équipe, c'est pas incompatible. Du coup, quand je vous entends parler de CDI, je me demande si c'est parce que vous n'étiez pas dans des gros modèles, dans des très grosses boîtes qui effectivement peut-être imposent des choses. Du coup, moi, ma question s'adresse surtout à vous deux. Est-ce qu'avant d'être freelance, vous n'êtes pas plutôt dit est-ce que je peux rester peut-être dans une boîte en CDI et peut-être aller dans une plus petite équipe, une plus petite entreprise, où je pourrais aussi avoir de l'impact parce que ça fait partie de l'ADN de la boîte? Est-ce qu'il faut forcément en fait opposer CDI et freelance pour pouvoir le faire? Et du coup, à quel moment vous avez dit je passe freelance parce que le modèle salariat me permet vraiment pas de le faire? Du coup, moi, j'ai fait une très grosse boîte, puis une un peu moins grosse, puis une plus petite encore, et qui m'a affiché en fait des valeurs un peu RSE, tout ça. Et en fait, pas tant. Et le problème, c'était que c'était pas moi qui décidais, même en essayant de mettre un peu de mouvement vers un peu plus de RSE, je me retrouvais bloquée. Donc je me suis dit que j'aurais peut-être plus de flexibilité en étant freelance. Mais effectivement, c'est pas du tout, je suis d'accord avec vous, c'est pas indissociable, quoi. Mais en tout cas, c'est la solution qui me convenait. Et Audrey, 30 secondes, parce qu'après on doit quitter la scène. Vas-y. Non, effectivement, pas du tout d'opposition entre salariat et freelance. De mon côté, pareil, j'ai fait un très gros groupe et ensuite j'ai fait une start-up. Donc j'ai vraiment commencé, on était une équipe de 5. Après, j'ai vécu vraiment la croissance de la start-up. Quand je suis partie, on était 50. Donc c'était tout à fait une petite équipe. En fait, pour moi, j'avais déjà essayé en interne. En tout cas, dans la structure où moi j'étais, on n'avait pas l'espace parce que c'était vraiment les objectifs et la priorité, c'était le business, la croissance dans un modèle ESS, donc c'était quand même chouette. Mais il n'y avait pas trop de place pour autre chose. Déjà moi, parce que quand tu travailles 80 heures par semaine sur tes projets, tu as un peu plus d'énergie pour faire autre chose. Donc, en tout cas, moi, je trouve que le freelancing, ça m'a permis de me mettre à moi-même un rythme de travail vie pro vie perso qui était plus équilibré et du coup de retrouver l'énergie de vouloir mettre de l'impact à la fois dans le pro et dans le perso, ce que je pense j'aurais pas pu réussir à faire en salariat. Mais après c'est très personnel et effectivement on peut complètement faire de l'entrepreneuriat.
Merci beaucoup. Donc, vous pourrez retrouver Colline, Audrey et Kania au Speaker Corner à partir de 11h05. Vous pouvez